Donc, l'aponévrose plantaire, c'est un fascia qui ressemble beaucoup à un tendon dans sa constitution. Ça se différencie d'un tendon par le fait qu'elle commence non pas sur un muscle, mais la plupart du temps sur un os. La vidéo va être relativement vulgaire, l'idée n'est pas de vous transformer en podologue ou en kinésithérapeute chevronné. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible sans rendre le sujet trop lourd, hein. On va voir si je réussis ce pari. Si l'aponévrose devient douloureuse, c'est qu'elle subit plus de contraintes que ce qu'elle est capable de supporter. Il est donc intéressant de soit diminuer les contraintes, soit renforcer le tissu pour qu'il puisse en supporter davantage. L'idée, c'est de combiner ces deux actions afin d'avoir le meilleur des résultats possibles. La podologie a pour but d'objectiver, à travers l'étude de la posture et du mouvement, les contraintes qui pourraient être à l'origine de l'aponévrosite. La pratique de la kinésithérapie, et plus précisément des renforcements tissulaires, vont avoir pour objectif de renforcer et de permettre à l'aponévrose de supporter davantage de contraintes. Il existe bien entendu d'autres facteurs qui peuvent jouer sur la perception de la douleur, ainsi que sur l'intégrité du tissu en lui-même. Nous les aborderons rapidement à la fin de la vidéo. En ce qui concerne la podologie, vous n'avez pas vraiment de possibilité à la maison de corriger vous-même la position de votre pied de façon passive. Alors, on utilise le terme de passif en médecine fonctionnelle à chaque fois qu'un changement se produit sans que vous n'ayez, vous, quelque chose à faire directement. Et puis on parlera d'actif à chaque fois que les changements proviendront de vos actions personnelles. Donc premièrement, les exercices de renforcement des muscles du pied. Ce sont des exercices qui peuvent être intéressants et parfois même indispensables la plupart du temps à la condition d'avoir fait examiner la statique du pied par un podologue ou un kinésithérapeute qui est formé sur le sujet. Faire des exercices de renforcement sur des muscles hypertoniques serait une erreur, et de la même façon que faire de l'étirement sur un pied qui est complètement hypotonique, ça en serait une selon moi. L'idée de ce type d'exercice, c'est la même que celle des semelles orthopédiques qui visent à améliorer la position du pied, afin que l'aponévrose subisse le moins de contraintes inutiles liées par exemple à un pied plat ou un pied très creux. Je vais vous expliquer un petit peu les différentes catégories de ce qu'on peut mettre en place pour une aponévrosite plantaire. Premièrement, les exercices de renforcement de l'aponévrose plantaire. C'est selon moi le cœur de ce que devrait être le traitement d'une aponévrosite plantaire d'un point de vue rééducationnel. Donc il s'agit simplement d'augmenter la qualité du tissu afin qu'il puisse supporter davantage de contraintes. Idem que le point précédent, je vais vous faire un point complet sur les exercices par vidéo. Secondement, les étirements. Les étirements sont très intéressants dans le cas où vous avez une chaîne musculaire postérieure tendue. Quand on regarde une coupe anatomique au niveau du talon, on pourrait croire qu'il n'y a pas de lien entre le tendon d'Achille ici et puis l'aponévrose plantaire en dessous, mais c'est complètement faux. En fait, les dissections ont prouvé que les deux étaient vraiment en continuité directe. Donc, quand vous mettez beaucoup de tension mécanique sur votre aponévrose à cause d'une chaîne postérieure qui est tendue, il est plus difficile de guérir de l'aponévrosite. Les conseils d'étirement s'arrêtent souvent à étirer les trois muscles qui composent le mollet, que sont donc le solaire et puis les deux gastrocnémiens, et puis parfois l'aponévrose. Alors c'est très pertinent, évidemment, mais il faut également étirer les ischio-jambiers, les fessiers, les muscles paravertébraux et dorsaux. Pour ceux que ça intéresse, Thomas Myers a conceptualisé une chaîne postérieure myo-aponévrotique dans son livre Anatomy Trains, qui a été validé par une revue systématique, autrement dit le plus haut niveau de preuve scientifique, par Jan Wilke en 2015. Vous pouvez trouver des étirements de ce type partout sur internet et YouTube, et puis libre à vous de faire ceux que vous préférez. Comme pour les deux points précédents, je vais travailler sur une vidéo pour le grand public et puis un programme sera disponible pour mes patients via Axomo. Ensuite viennent les infiltrations de plasma, PRP, acide hyaluronique. Donc ce sont des solutions qui, lorsqu'elles sont appliquées sur un avis pertinent d'un médecin du sport, peuvent avoir des effets excellents sur la santé du tissu. Et c'est pas la même chose que les infiltrations de corticoïdes, bien à différencier les deux. Ensuite, vous allez avoir le taping, donc ce sont des bandes très souvent colorées, qu'on observe la plupart du temps chez les sportifs. Elles nous permettent au choix de détendre le muscle ou le tissu visé, ou bien de l'assister dans son action. Elles suffisent rarement à elles seules, mais elles peuvent être un outil intéressant. Puis vient la mobilité articulaire, alors parfois les articulations sont raides sans que ça ne soit causé par de la tension musculaire. Les ligaments ou les capsules articulaires sont souvent en cause dans ce cas, et il faut faire des exercices spécifiques de mobilité articulaire. Si jamais ça vous intéresse, les travaux du docteur André Ospina sur la mobilité articulaire peuvent vous intéresser. Les chaussures que vous allez utiliser. Alors évitez d'avoir une chaussure avec une semelle trop souple qui ne maintient pas le talon, comme les tongs ou les claquettes où là c'est vraiment le pire, ou alors avec un talon trop important, surtout pour les dames.
Évitez également les chaussures vraiment trop souples. Si vous prenez votre chaussure et que vous pouvez quasiment la replier sur elle-même avec une semelle en dessous qui est vraiment très souple, dans ce cas-là, ça va permettre à votre pied, lorsque vous êtes en train de marcher, de plier très fort le gros orteil. Et ça, c'est pas très bon pour l'aponévrose plantaire. Pendant les premières semaines de traitement, une chaussure avec un léger talon de 2 à 4 cm peut être bénéfique pour soulager la douleur en relâchant un petit peu la tension musculaire de la chaîne postérieure. C'est pas une solution à long terme. Nous allons continuer avec des notions sur lesquelles je n'ai pas une certitude tranchée, parce que j'ai lu ou entendu des avis et des arguments contraires les concernant. Je vais tenter d'être le plus honnête intellectuellement possible avec ces notions et surtout de ne pas faire de rétention d'informations pour que vous puissiez choisir de les intégrer ou non dans votre routine de guérison. Premièrement, les massages ou automassages. L'idée ici, c'est de favoriser la circulation sanguine qui permettra une meilleure cicatrisation, de récupérer ou de maintenir une mobilité minimum nécessaire à une guérison optimale. Et puis en fonction de l'intensité du massage, il peut également y avoir un effet de saturation des récepteurs mécaniques et nociceptifs, provoquant un effet antalgique qui peut être intéressant. Donc le fait que le massage vous fasse vous sentir bien, c'est également un point qui est extrêmement positif et qui est en faveur de la guérison. Concernant les techniques d'automassage, je vous renvoie vers la vidéo de Benjamin Brochet que j'ai utilisée afin de documenter la mienne. Vous pouvez vous rendre au timecode qui apparaît sur la vidéo ici pour trouver directement les méthodes de massage. Vous pouvez également utiliser une balle de massage à picot ou alors une simple balle de tennis. L'idée c'est de trouver la zone la plus douloureuse, qu'on appelle un point de douleur exquis, et puis d'y insister en faisant de petits allers-retours ou des ronds pendant une trentaine de secondes sur cette zone avant de la relâcher pendant une nouvelle trentaine de secondes et puis d'alterner comme ça, 30 secondes, ce qui vous semble être la bonne durée. Les infiltrations de corticoïdes, donc c'est une solution qui est souvent très efficace sur la douleur mais qui ne change rien à la force et à la qualité du tissu et même potentiellement qui a plutôt tendance à abîmer. Elle me semble cependant intéressante chez les patients pour lesquels les autres solutions n'ont pas fonctionné convenablement, afin notamment d'éviter un auto-entretien de ces douleurs. Donc à propos de l'auto-entretien des douleurs, il est prouvé que lorsqu'on a mal fort et pendant longtemps, on va avoir les seuils de détection de la douleur qui vont s'abaisser. Autrement dit, pour la même chose, avant vous n'aviez pas mal et maintenant vous avez mal. Et donc on essaie de casser ces cycles-là. Le professionnel de santé le plus à même, à ma connaissance, de pouvoir vous renseigner sur la pertinence d'une infiltration de corticoïdes, ça reste un médecin du sport, et éventuellement le rhumatologue. Les anti-inflammatoires, en crème ou par voie orale. Alors c'est la même réflexion pour les corticoïdes, ils sont parfois intéressants pour casser un cycle de douleur et d'inflammation, mais ce n'est pas une solution satisfaisante à elle seule. Petite nuance, à la différence des corticoïdes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc ceux que vous avez l'habitude de prendre, ne vont pas spécialement abîmer votre articulation. Les ondes de choc, donc il s'agit de vibrations importantes à l'emplacement de l'insertion de l'aponévrose plantaire. Actuellement, on sait qu'elles ont pour but principal de saturer les récepteurs du pied qui alors ne laissent plus passer d'informations, y compris l'information douloureuse. Certains soutiennent également qu'elles créent de micro-lésions relançant un processus cicatriciel. Quoi qu'il en soit, la réflexion reste la même que pour les points précédents. Ce n'est pas ça qui va renforcer votre tissu sur du moyen et du long terme, mais c'est une piste intéressante en complément et pour la gestion de la douleur, c'est clair. Et enfin, il y a des conseils qu'on entend parfois et que je ne recommande pas personnellement, comme par exemple l'application de froid qui a un effet vasoconstricteur qui peut éventuellement permettre de diminuer temporairement la douleur, mais qui empêche le bon déroulement d'une inflammation et donc d'une guérison. Il est important de rappeler que l'inflammation c'est un processus naturel qui par la rougeur, la chaleur, l'œdème et la douleur nous évite d'utiliser un tissu abîmé et surtout permet au corps d'acheminer tous les éléments nécessaires à une bonne cicatrisation. Donc elle n'est problématique que quand elle s'auto-entretient. Et dans ce cas-là, par exemple, une injection de corticoïdes ou une application d'anti-inflammatoire en crème locale peuvent être des solutions intéressantes. Après, évidemment, en avoir discuté avec votre médecin généraliste ou idéalement le médecin du sport ou le rhumatologue. À titre d'information, une épine calcanéenne n'est qu'une conséquence de l'aponévrosite plantaire. C'est une adaptation du tissu à une contrainte qui a été répétée afin que celui-ci puisse se renforcer. L'attache de l'aponévrose, qu'on appelle scientifiquement l'anthèse, commence à se calcifier pour résister aux contraintes mécaniques qu'on lui impose. Une épine calcanéenne en elle-même n'est jamais douloureuse, c'est toujours l'aponévrosite qui est douloureuse. Si on vous a objectivé une épine calcanéenne via une radio, vous allez la garder toute votre vie, sauf si vous faites une chirurgie. Il existe d'ailleurs plein de personnes qui découvrent avoir une épine calcanéenne lors d'une radiographie qu'elles passent pour un tout autre motif de consultation. Une épine ne se traite donc pas différemment d'une aponévrosite.
Concernant la pratique sportive ou l'activité physique, il n'est pas nécessaire d'arrêter totalement, c'est même contre-productif. Il faut simplement réduire la fréquence d'entraînement, ou l'intensité, ou le volume jusqu'à ce que la douleur ne dépasse pas une échelle de 3 sur 10 pendant la pratique et qu'elle ne soit pas plus importante le soir et le lendemain matin de la pratique. Sur les phases de douleur aiguë, il est possible de faire une pause dans l'entraînement de quelques jours ou quelques semaines, mais tentez de la limiter le plus possible. Dans certains cas rares d'aponevrosite que nous ne parvenons pas à guérir, il est important de savoir passer la main à un chirurgien pour évaluer la situation et le cas échéant envisager l'intervention. Nous allons terminer en abordant très rapidement ce qu'on appelle les cofacteurs. Alors il est important de les avoir à l'esprit car certains d'entre vous pourraient reconnaître une situation qu'ils vivent et ainsi comprendre un éventuel échec thérapeutique des solutions présentées précédemment. Ou bien même, vous pourriez vouloir mettre en place des actions concrètes pour travailler sur ce cofacteur simultanément au travail podologique et puis au travail de kinésithérapie. Alors le premier, c'est le sommeil. Un sommeil en quantité insuffisante ou de mauvaise qualité va entre autres choses abaisser les seuils de détection de la douleur, autrement dit elle va la rendre beaucoup plus perceptible par le cerveau, et également perturber les cycles de récupération, de cicatrisation et puis de renforcement tissulaire. Le second, c'est l'hydratation. Une hydratation en quantité insuffisante, ça majore grandement les risques de développer des pathologies, au niveau notamment des tendons et des aponevroses. L'alimentation. Outre le fait de s'alimenter de manière équilibrée, de limiter la consommation de produits transformés, de vous apporter la quantité de protéines, de lipides non saturés et puis de glucides quotidiennes, il semble être intéressant, dans un objectif de cicatrisation, de surveiller ces apports en zinc, cuivre et vitamine C. Je tiens cette information d'Alexis Beck, préparateur et coach physique. Allez voir son travail, notamment pour les sportifs. Il excelle et puis il source toutes ces informations. Il y a ensuite l'étape psychologique. Si vous traversez une période de deuil, de colère intense, de tristesse, de stress intense ou chronique, ou les deux, la santé de vos tissus et votre perception de la douleur vont s'en trouver affectés, c'est certain. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura paru claire et surtout qu'elle va vous aider à prendre en charge votre aponevrosite plantaire ou à conseiller un proche qui en souffrirait. Si je peux vous aider davantage, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. À bientôt!